Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, IBM, General Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, IBM, General Motorola. Chopé, oh les deux, nous avons peur des vos révolutions. En République démocratique du Congo, ils sont des milliers à être les chevilles ouvrières d'une révolution en marche. Ils creusent pour trouver un minerai que le marché mondial s'arrache. Le cobalt. À l'autre bout du monde, grâce à ce métal nécessaire aux batteries, l'industrie construit, assemble et commercialise les voitures électriques. Dans la course contre le changement climatique, le cobalt est une des clés pour rouler sans polluer. Mais à quel prix ? L'industrie automobile bascule dans une nouvelle ère. Volkswagen, Renault, BMW, Volvo, toutes les grandes marques sont en train de passer à l'électrique. Un avenir prometteur lorsqu'on sait qu'en Europe, les voitures à combustion et le transport routier sont responsables de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. Volkswagen a investi au total 1,2 milliard d'euros sur ce site, et en particulier sur les 6 formidables voitures que nous avons lancées ici. Tout a été remanié et nous sommes à présent sur du 100% électrique. Nous construisons ici 100% de voitures électriques. À partir de 2035, la vente de véhicules à combustion sera interdite au sein de l'Union européenne. Une décision qui affecte toute la chaîne de production du secteur. Si nous souhaitons atteindre la neutralité carbone d'ici 30 ans, il va falloir s'appuyer sur toutes les technologies disponibles. Aujourd'hui, nous sommes le numéro 1 incontesté de l'investissement dans l'industrie de la batterie. Nous sommes à la pointe de l'investissement dans ce domaine. Nous avons 70 projets en cours. Nous avons investi plus de 120 milliards d'euros sur les 3 dernières années. C'est 3,5 fois plus que l'argent investi en Chine dans le même secteur. Nous allons donc créer beaucoup d'emplois et développer une industrie entièrement nouvelle. En Europe, la majorité des batteries reposent sur la technologie NMC, nickel manganèse cobalt, qui permettent aux véhicules de rouler environ 400 km sur une seule charge. En plus du lithium, de manganèse et de nickel, ces batteries contiennent environ 10 kg d'un métal stratégique, le cobalt. Si vous prenez une batterie haute capacité classique, comme celle utilisée chez Tesla ou sur une Volkswagen ID.3, c'est essentiellement du nickel. Le nickel est ce qui fournit à la batterie sa grande autonomie. Le cobalt, c'est l'élément de sécurité. Vous en mettez un tout petit peu dans votre batterie pour vous assurer qu'elle ne va pas prendre feu, que ses cellules resteront stables, même dans des conditions extrêmes. L'essentiel du cobalt est extrait en République démocratique du Congo. En fait, il n'existe pas vraiment d'autre endroit au monde où le cobalt possède les mêmes qualités, la même minéralogie. Il n'y a pas d'autre pays au monde qui puisse se prévaloir de la même qualité et des mêmes réserves de minerais. C'est quasiment l'Arabie saoudite du cobalt. Le Congo est une terre bénie ou maudite. Tout dépend de la manière de voir les choses. Il possède une richesse géologique et minérale extraordinaire.
Ça a toujours été un endroit stratégique, que ce soit au XIXe siècle avec le caoutchouc, au milieu du XXe siècle avec l'uranium, ou aujourd'hui avec ces minerais indispensables à la réalisation des objectifs que la communauté internationale a adoptés. Il y a consensus sur le fait que nous devons atteindre la neutralité carbone dans le monde et que cela nécessite de passer aux véhicules électriques, aux énergies renouvelables. Tout cela exige des minerais stratégiques provenant du Congo. Et l'un des plus essentiels est le cobalt. Kolwezi, capitale mondiale du cobalt. Nous sommes au cœur de la Copper Belt, la ceinture de cuivre qui court sous le Congo et la Zambie voisine. Un paysage sculpté par un siècle d'exploitation minière. C'est ici, dans la province du Lualaba et du Haut-Katanga, que se trouvent la plupart des gisements de cuivre et de cobalt. Des entreprises étrangères exploitent ces immenses richesses. Sur les 19 mines industrielles de cuivre et de cobalt, 15 sont détenues par des sociétés chinoises. Elles se partagent cette manne avec le géant suisse Glencore, qui détient 2 des mines les plus productives au monde, ou encore avec la société Eurasian Resource Group. Le cobalt est transporté essentiellement par camion jusqu'en Afrique du Sud. Il est chargé sur des bateaux à Durban et prend ensuite la direction de la Chine, où il est transformé en produits chimiques pour les batteries. À partir de là, il entre dans la chaîne d'approvisionnement. À l'heure actuelle, la demande mondiale de cobalt avoisine les 140, 150 000 tonnes. Mais on s'attend à ce qu'elle atteigne les 250 000 tonnes dans les 5 ans. Un nombre considérable de nouveaux acheteurs va arriver sur le marché et il va falloir les satisfaire. Le cobalt peut aller au-delà de 70 000 $ la tonne sur le marché mondial. Minerai qui coexiste dans les gisements de cuivre, il a aiguisé l'appétit des sociétés minières depuis l'explosion du marché des batteries il y a 10 ans. Celles-ci ne cessent de grignoter des terres, aux grandes dames des habitants, dont la plupart vivent avec moins de 2 $ par jour. Nous, les populations qui vivons à côté de l'exploitation minière, je crois que vous avez circulé la ville de Kolwezi, vous avez vu qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de routes. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Et ceux qui ont accès à l'eau, ce n'est pas l'eau potable, c'est de l'eau où on déverse les acides. Et même la nature a fait que certains villages ont leur cours d'eau, mais ce sont des cours d'eau déjà pollués. Donc l'activité minière est en train plutôt d'appauvrir la population plutôt que d'améliorer les conditions de vie des populations. Donatien Kambola est avocat et défenseur des droits humains. Il enquête sans relâche sur les impacts de l'explosion du marché des batteries sur la population. Là, ce sont les installations de la Sicomine, mais vous voyez déjà l'impact parce que de l'autre côté, vous voyez les engins, ce sont les camions qui sont en train de décharger, je les appelle les déchets parce que ce sont les stériles de la mine. Ainsi, ils constituent les montagnes. Il y a 5 ans, ces montagnes-là n'existaient pas. Et pendant la saison sèche comme ça, c'est-à-dire c'est de la poussière qui va quitter ces rejets-là vers de ces côtés. Et quand vous regardez les plantes qui sont autour de nous, c'est vraiment une couche de poussière, une certaine couche de poussière. Ouais. Dans cette zone ici, les gens ne cultivent presque plus. Est-ce que vous pensez que ça doit être lié aux poussières qui sont émises à partir des remblais qui sont là? Il y a la poussière, mais il y a aussi l'eau, la qualité de l'eau de la rivière en face de nous. Il y a là tout, est-ce qu'il y a là tout, mais il y a si du tout. Il y a la biche tout bien courir bien tout. Il y a la biche tout quoi la biche loin. Ça ça mioko il n'a pas maman. Il a fait déjà 3 ans. 3 ans mais hakuna kitu. Hakuna kitu. Tunaweza kuona kama unatoa ukitosha kama kuko nani. Hiyo mwako. Hiyo kidogo hii. 3 ans. 3 ans. Ipesha kwa ya mnene. Sasa Mungu naishi je? Kama mioko Mungu narima ni unaleta. Sasa tuko naishi tunakata hii fed de manioki. Tulipeleka kwa soko. Ndio tunauza tena chakula kingine ndio tunakula shiu. Est-ce que Sicomine anayo mambo?
anaiwaka mai alianza kutuma mai shiriti la mai anaanza kuleta tu pour le moment tena simwangake siku naisha bila shanjilo bakufelo. Mena mnalomba nini kusikomini? Si hatuna cha kusema, bako kusema Sikomini ndio napasi kwanza asema wale bantu wako naishi je wale pamoja pale. Na mnaleta mwenye si wale bantu wako naishi tu je. Chini population aleta. Mie mnaniwa niko dona niko nesha kwa wako kuyenge. Hata kama mnanikatala sema monake clair. Mitapenda kusema hivi. Depuis turanza kwa kuyenge kule tunendaka tuikalake hapana. Je kwa ba chef bale banakuya banakuaka Kolwezi banonaka ke tunawapeleka kwa mabiro mbalimbali. Muima shiku dossier turilamusha iko mikono ya conseiller wa gouverneur. Sinon njo pale mimi naishia tutaendelea kuitana ku telefone na chefu. Mwafa quand une exploitation minière commence, ça signifie que les gens vont perdre leurs espaces pour les champs, il y a les villages qui vont être pollués, il y a un autre mode de vie qui va commencer par rapport à leur mode de vie habituel. Les gens qui allaient en brousse pour chercher un peu de chenilles, des insectes, ils ne vont plus les avoir parce que les insectes vont fuir. Les gens qui allaient pêcher dans une rivière, ils ne vont plus aller parce qu'il suffit que l'eau de la rivière soit en contact avec les déchets miniers pour que les poissons, s'ils ne fuient pas, les poissons carrément disparaissent de la rivière. Et ce genre de conséquences devraient être compensées par une politique clair de la responsabilité sociétale dans le cadre de l'activité minière. Mais là-dessus, je crois que je l'ai déjà dit sans me répéter, que c'est là que l'État congolais est absent, c'est là que les entreprises minières, y compris les consommateurs finaux du cobalt, n'ont pas assez d'attention. Les mines industrielles du Lualaba et du Haut-Katanga produisent 80% du cobalt congolais. Les 20% restants proviennent des mines artisanales. Sous les bâches oranges, des creuseurs travaillent au fond des puits et de tunnels de plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donatien Bila est l'un de ces creuseurs artisanaux. Comme lui, ils sont 150 000 dans la région, venus des 4 coins du pays pour fuir la misère et arracher leur part du gâteau minier. Vie compliqué ngana kin na boulot na bando sala bengani ngana musala leba bengani ngana musala de famille réclamer nga koto balibité oko souffrir kuna te na bando futela bandaku ko moyen na futela bandaku ana sale kufi de famille bisinga ke yaka na Kolwezi cobalt ezari ba minerais ali oko se retrouver ndenge na ye awa na se retrouver na za creuseur na Kamilombe de première fois na nga agrésage. Tu peux prendre quelque chose, tu le montres avec le doigt. Voilà, c'est ça. Les âges artisanales, les arts au quotidien, les boulot, zokata, la barre de mine. Après kokata, tobimi, basalizer basali, bakokita, bazozo basak ba matsango likolo. Na peut-être sozo comprendre. Biso to kokata to china basak, to étaler ango, etikali, tomati. Basalizer bae, bazui sak moko ba matsango likolo. Après toke na mai, sokoli yango pa ba mama. Tu futi bato mai, tu futi basalizer et après tu es na maison tu teki. Abandaki ko banga posa tana kufwa. Bala liboso wana seki na tremble baseka kinga mabe.
basekaki nga mabe bala liboso wana basekaki nga mabe baseki ngai na tremble ti nazo tremble boye mais tellement souffrance nakoti kaka temaka mwana mobali mpo nakitaka ebandeli wana nazolenga. Des creuseurs meurent dans des éboulements et des inondations de galeries. Mais des milliers de familles dépendent des miettes de cobalt que l'État et l'industrie leur permettent d'exploiter sur des terres qui leur appartiennent. Un moyen d'acheter la paix sociale. Depuis 20 ans, le gouvernement tente d'organiser ce secteur en zone d'exploitation légale. La loi les oblige désormais à rejoindre des coopératives. Mais ces structures sont en fait très hiérarchisées et les creuseurs n'ont pas de part ni de voix au chapitre quand il s'agit de la gestion de leurs mines. Il est essentiel d'observer l'extraction minière artisanale, car il s'agit de la seule véritable alternative pour l'approvisionnement sur le marché du cobalt, la seule dont les quantités peuvent varier en fonction des prix du marché. Aujourd'hui, le cobalt est essentiellement un sous-produit de l'exploitation des mines de cuivre ou de nickel. Si vous possédez une énorme mine de cuivre et cobalt, par exemple, vous faites l'essentiel de votre argent sur le cuivre. Donc, si le prix du cobalt s'emballe d'un coup, vous n'allez pas pouvoir augmenter votre rythme de production. Vous ne pouvez pas car vous vous souciez principalement du cuivre. C'est très bien pour vous que le prix du cobalt augmente car ça accroît vos bénéfices. Mais vous n'allez pas pouvoir augmenter votre production pour répondre à la demande, car c'est un sous-produit. Quasiment le seul endroit où on peut augmenter la production, c'est dans les mines artisanales. Ça, c'est des vrais cobalt. La production est libulu nangai. Ceux qui te salent, ils ont type quoi? Tous ça 350 colis. 350. Sac avec le vrai balance. Les sacs, ça pèse 20 kilos. Avec les Chinois. Et vont casser. Ils vont tricher les balances pour mettre 10 kilos. De 20 à 10. Mais normalement, c'est 20 kilos. Metorex aïna bien parce que au kokende pas mutumsus utakuta Metotener ringine il est le même produit comme ça ana foko bengana bango parce que bango bazo bimisa balance tener bien te produit bazo zo ngo ya kozweza comme ya bango na makasi na bango mena di bébé bazo zo bango moko ezanet azo futelo transport ya zui akei yo okei ozolelo osali mosala ebele pour ne pas se retrouver. Dans les comptoirs d'achat, les creuseurs vendent principalement à des acheteurs chinois, des entrepreneurs indépendants qui se sont rués vers le Congo. Ils effectuent une première transformation du minerai avant de l'exporter vers les fonderies. Attache comme il ifanya zéro non hein si ba toucher va prélever ou bien viens va rechantonner le produit à yato chaque zéro non hein ifanya zéro non ifanya zéro non il t'a fait zéro non il produit wacho combien des années nous vous en a vu André tous se retrouver kati angara ile kaju na tuminga combien de jours pika tu machine abana pa mambo tu ya mama we pika wewe kumuntu mkubwa mambo tu ya mugini chitengele papa moya tu ndio machine boyo tu papa moya machine wanafanya bien tala nan libulu dépense oyo sali en tant que chef d'équipe vous allez combien de dépenses vous sala ba dépenses belé oh dépenses à salitaire ça dépense ya masaka mai tout vous allez ba dépenses nyonso après na suka ozo se retrouver té avec les Chinois. Attends. Hein? Il est bien. Tutabeba tunapopola. Kama tunapopola hivi, ona hivi.
Unaona hivi inaonekana hii noir. Deja tunajua sema humu mko cobalt. Sio wakati nimetoka na kama telefoni tuyue. Tunasikia mpaka vile. C'était mon premier voyage à Kolwezi. Le plus frappant, c'était de voir comment la ville avait été construite autour de l'exploitation minière, autour et au-dessus des gisements. J'avais vraiment le sentiment très très fort que les gens qui vivent là devaient profiter de ces richesses, qui font la fortune des sociétés chinoises, européennes, américaines. Mais ils souffrent. Ce ne sont pas eux qui en profitent. C'est particulièrement vrai dans certains quartiers de la ville où les maisons sont détruites pour permettre l'expansion des mines industrielles. Dans d'autres quartiers, les gens vont jusqu'à creuser les sous-sols de leurs maisons afin de remonter du cobalt ou du cuivre. Ça ne peut pas fonctionner. Depuis 15 ans, Amnesty International pilote un programme sur la responsabilité des entreprises dans les atteintes aux droits humains dans le monde. Nous avions réalisé déjà plusieurs rapports sur l'exploitation minière en RDC. Ils se concentraient essentiellement sur les gros acteurs industriels. En lisant ces rapports, en faisant des recherches assez élémentaires, j'ai rapidement pris conscience de quelque chose qui n'est un secret pour personne ici, que l'exploitation minière artisanale est un secteur en expansion, surtout en ce qui concerne le cobalt. Les creuseurs risquent leur vie et leur santé pour remonter le minerai. Et en plus, très peu perçoivent une rémunération juste pour leur travail. Ils sont exploités financièrement. Nous avons constaté que des enfants, parfois de 7 ou 8 ans, travaillaient également dans ces mines. Aucun parent ne veut que ses enfants travaillent. Aucun enfant de 7 ans ne souhaite passer toute sa journée, après être entré illégalement sur un site, à ramasser des pierres dans le sol, avec en plus le risque d'être battu ou volé. Personne ne désire ça. S'ils le font, c'est que les circonstances les y obligent. C'est leur moyen de se nourrir pour la journée. La possibilité de payer une petite partie des frais de scolarité. Le principal enseignement de ce rapport, c'est que près de 20% du cobalt mondial provient des mines artisanales. On voulait savoir où allait ce cobalt, qui l'achetait, quelles sociétés, quelles entreprises technologiques. Les fabricants de téléphones et d'ordinateurs portables utilisent ce cobalt pour leurs batteries. Que font-ils et que savent-ils de cette chaîne d'approvisionnement et des conditions d'extraction? Cette étude, qui établit le lien entre le travail des enfants, les exploitations des mines artisanales, l'industrie du cobalt, qui lie ces mines à ces grandes marques, a eu un retentissement énorme dans les médias, bien plus qu'espéré.
Aucune marque, aucun constructeur automobile ou tout autre utilisateur final de cobalt ne veut être étiqueté comme tirant profit du travail des enfants. C'est de la très mauvaise publicité. Ça nuit à la valeur de l'action en bourse, c'est injuste, et les consommateurs n'aiment pas ça. Ce n'est pas bon pour les affaires, même si éthiquement cela vous indiffère, que ce n'est pas votre problème, que vous ne vous intéressez qu'à vous, vous êtes quand même contre, parce que c'est mauvais pour le business. Je me souviens du moment où le monde a commencé à s'intéresser à l'exploitation minière artisanale. C'était en 2016 avec la publication du rapport d'Amnesty International. Des clients nous contactaient pour nous dire qu'ils ne voulaient pas de cobalt congolais, qu'ils ne voulaient plus s'approvisionner en provenance de RDC. Le travail des enfants n'est pas le seul problème des constructeurs automobiles. Leur passage à l'électrique leur a fait découvrir leur immense dépendance au cobalt congolais et aux cellules de batterie qui le contiennent, essentiellement fabriquées en Asie. Pour développer une filière batterie, l'Europe met alors en place en 2017 un grand projet industriel. On veut s'assurer que l'Europe continue de produire les voitures les meilleures et les plus durables qui soient. Et ce ne sera pas possible si vous importez des batteries d'un pays sans traçabilité, qui ne respecte pas toutes les normes, qui ne fait pas en sorte d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. C'est pour cela que nous avons lancé l'Alliance européenne pour les batteries. Cela nous permet de rattraper la Chine de manière incroyable. On a démarré un peu en retard parce que l'industrie automobile n'imaginait pas, il y a 3 ou 4 ans, que l'électromobilité allait se développer aussi vite. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et ce n'est pas bon uniquement pour l'Europe et pour lutter contre le réchauffement climatique. Il y a aussi des avantages très clairs pour les citoyens, grâce à la création de nouveaux emplois, grâce à de nouvelles possibilités d'investissement et à l'assurance que tout sera fait de manière 100% durable. L'Europe n'assurait que 3% de la production mondiale de batteries. Pour rattraper son retard, elle prévoit de construire une trentaine de giga-usines d'ici 2035 et ainsi produire 25% de l'offre mondiale. En Suède, des hectares de forêt ont laissé place à cette nouvelle technologie. Le Suédois Northvolt installe une giga-usine, première du genre pour un groupe européen qui ambitionne de concurrencer les producteurs asiatiques. Northvolt a été créé il y a près de 5 ans par Peter Carlsson, un Suédois, et Paolo Ceruti, un Italien. Ils se sont rencontrés alors qu'ils travaillaient chez Tesla. Comme ils sont européens, ils se sont tout naturellement tournés vers l'Europe, un continent où sont produits près de 20 millions de véhicules par an. Il y a entre 13 et 14 millions de gens qui travaillent dans ce secteur. Et si vous estimez que tous ces véhicules vont devenir électriques, ne pas avoir une industrie locale de la batterie place l'Europe dans une position très délicate. C'est ainsi qu'est née l'idée de Northvolt. Ils sont donc revenus en Europe pour fonder Northvolt fin 2016. Notre société a investi 6,5 milliards de dollars. D'importants constructeurs automobiles sont entrés dans ce projet dès les débuts. BMW a été le premier en 2018. Volkswagen est à la fois un gros client et un investisseur dans Northvolt. Récemment, nous avons annoncé la création d'une joint venture avec Volvo Cars afin de construire une autre giga-usine. En quête de souveraineté, l'Europe encourage la multiplication des projets miniers afin d'alimenter les nouvelles usines de batteries. Pour le cobalt, c'est en Suède, en Norvège et surtout en Finlande que des réserves ont été identifiées. 2 mines de nickel et de cobalt sont actuellement actives dans ce pays. 7 autres projets sont en développement. Vantant ces dizaines de gisements de minerais pour batteries, la Finlande a ouvert d'immenses portions de cette terre à l'exploration minière. Nous venons tout juste de lancer le développement d'un projet minier à Koussamou.
Ce site a fait l'objet d'une étude approfondie par l'ancienne société minière d'État, puis par une autre entreprise au début des années 1990. Il y a donc beaucoup de minerais qui ont déjà été exploités dans cette zone, et nous avons également procédé à des forages. C'est prometteur. Le gisement devrait permettre d'avoir une mine rentable. L'Agence internationale de l'énergie estime que nous allons avoir besoin de 20 fois plus de cobalt sur le marché mondial. Non, la Finlande ne peut pas et ne va pas satisfaire entièrement à cette demande, mais nous pouvons y répondre en partie. Il est très important, par exemple, pour un constructeur automobile, d'avoir plusieurs options d'approvisionnement. La traçabilité sera la réponse européenne à une production de cobalt dominée par la Chine. La Finlande est le seul membre de l'Union européenne dont le sol contient tous les minerais nécessaires à la fabrication de batteries. À 300 km du cercle polaire, la société Terrafame a relancé la production de l'ancienne mine de Sotkamo, fermée en 2012 après une fuite d'eau toxique dans les lacs et les rivières de la région. C'est l'État finlandais qui pilote Terrafame aux côtés de Trafigura, un trader de matières premières condamné pour pollution en Afrique. La société finlandaise fournit par ailleurs Renault en nickel pour les batteries de ses véhicules électriques. Les Européens ont une idée fausse de ce qu'est l'activité minière. Les gens imaginent encore des mineurs avec des lampes frontales, que c'est un travail physique, un travail risqué, et l'exploitation minière moderne est très différente. Ici, chez Terrafame, nous produisons les composants chimiques pour les batteries du sulfate de nickel et du sulfate de cobalt. Nous le produisons à partir des matières premières que nous extrayons nous-mêmes. Il y a l'extraction, la biolixiviation et enfin la production des produits chimiques pour les batteries. En ce qui concerne le cobalt, notre capacité de production est de 7400 tonnes de sulfate de cobalt destiné aux batteries, de quoi équiper 300 000 véhicules électriques par an. Notre contrat avec Renault porte sur près d'un tiers de notre capacité de production. Mais ce qui est le plus important, c'est que désormais, conjointement avec Renault, nous disposons d'une chaîne d'approvisionnement qui part de l'extraction minière à la production des composants chimiques, des cathodes jusqu'aux batteries. Tout cela de manière durable. De plus, comme membre de l'Union européenne, nous sommes très attachés à ce que les questions environnementales soient traitées de manière appropriée et que les droits de la personne et du travail soient respectés. La Commission européenne prévoit, elle, d'avoir au moins 30 millions de véhicules électriques sur ses routes d'ici à 2030. Rien que pour le cobalt, il faudrait 10 projets comme Terrafame pour y parvenir. Je pense que l'essor de l'exploitation minière en Europe est la conséquence des prix élevés que nous connaissons actuellement. Mais ils vont se heurter au problème de la qualité des gisements. J'ai vu des projets miniers qui se vantaient d'avoir une concentration de cobalt de 0,08%. Au Congo, certains gisements dans des exploitations artisanales peuvent contenir jusqu'à 3 ou 4% de cobalt. Certains sites sont si riches que vous pouvez ramasser une simple pierre et observer cette teinte bleu-vert qui signifie qu'elle contient près de 10% de cobalt. On trouve ça nulle part en Europe. Coût d'exploitation élevé, teneur faible, l'Europe ne sera jamais un Eldorado du cobalt. Il y a un secteur où elle peut en revanche peser. Le recyclage.
il pourrait fournir jusqu'à 10% du cobalt mondial d'ici 10 ans. La société Umicore, née de l'ancienne Union minière belge, est pionnière sur ce marché. Elle affirme pouvoir recycler à terme la quasi-totalité du cobalt des batteries. Nous avons commencé par le recyclage des batteries de téléphones portables, en sachant que l'arrivée des batteries de voitures n'est qu'une question de temps. Ce recyclage existe en complément de l'exploitation minière, dont nous avons encore besoin aujourd'hui. Mais ce serait du gaspillage de ne pas recycler des produits comme le cobalt. Cela permettrait d'être moins dépendant de l'extraction. Le recyclage est un marché très important à prendre en considération avec les métaux pour batteries, parce qu'ils sont recyclables à l'infini. Ça deviendra une énorme réserve pour répondre à la demande, surtout sur le long terme. Quand nous établissons des prévisions à 10 ou 20 ans pour le cobalt, le nickel et le lithium, il est très important de prendre en considération l'économie circulaire. D'abord parce qu'il s'agit d'une quantité énorme de matériaux qui va réintégrer la chaîne d'approvisionnement, mais aussi parce que cela modifie leur provenance. Dès 2035, les batteries de toutes les voitures électriques en vente dans l'Union européenne devraient contenir au moins 20% de cobalt recyclé. Volkswagen a lancé une usine spécialement dédiée, tandis que les futurs poids lourds européens de la production de batteries comme Verkor en France ou Northvolt en Suède ont intégré cette donne dès le lancement de leur giga-usine. Ces matières premières dont nous avons besoin pour nos batteries sont naturellement recyclables. Et elles sont recyclables encore et encore. En fait, on les extrait une fois et on peut les utiliser pour toujours. C'est une donnée fondamentale. Étant donné la vitesse à laquelle le marché se développe, ça va prendre quelques décennies. Cela va donc encore prendre du temps avant d'arriver à un marché où une voiture qui entre remplace une voiture qui sort. Mais une fois que vous y êtes, vous obtenez un approvisionnement circulaire en matières premières. Dans 10 ans, la première génération de véhicules électriques en Europe va quitter les routes. On va commencer à les mettre à la casse et à en acheter de nouveaux. Les batteries seront recyclées en Europe pour être réintégrées dans la chaîne d'approvisionnement européenne. Cela veut dire qu'au fil du temps, grâce à ce cycle de recyclage, les pays seront moins dépendants à l'égard des minerais africains. À la suite du rapport d'Amnesty International de 2016, les acteurs du secteur minier ont été contraints d'assainir leur chaîne d'approvisionnement. Lors d'un forum spécial à Kolwezi en 2019, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, a réuni les entreprises minières pour les aider à mieux tracer leur cobalt. Sa solution ? Le devoir de diligence raisonnable. We represent the largest companies in the world that have a common vision to ensure that the minerals and metal sourcing is responsible and contributes positively to social and economic development globally. La diligence raisonnable est un processus par lequel les sociétés sont amenées à cartographier leur chaîne d'approvisionnement, comme leurs relations commerciales et opérationnelles. Cela permet d'identifier si ces relations commerciales ou ces chaînes d'approvisionnement violent les droits humains et de quelle manière, même si cela exige de remonter jusqu'au point d'extraction. Et le fait que nous et d'autres ayons révélé ces violations des droits de la personne dans ces mines les oblige à remonter leur filière, à les cartographier et à comprendre ces risques. La diligence raisonnable cherche également à réduire ces risques. Il ne s'agit donc pas seulement de comprendre ce qu'il se passe, mais aussi d'agir. C'est un moyen d'arriver à notre but final qui est la prévention des atteintes aux droits de la personne. Pour savoir d'où vient leur cobalt et dans quelles conditions il est extrait, les entreprises s'offrent le service de sociétés spécialisées. RCS Global en est une. Elle audite des mines industrielles
et tente d'établir des programmes de diligence raisonnables dans quelques mines artisanales. Depuis des décennies, on discute de la manière d'améliorer les conditions de l'exploitation minière artisanale. Mais on n'a pas beaucoup avancé sur ce sujet, car en réalité, le travail des enfants n'est pas le seul danger. Le danger le plus répandu sur les sites d'exploitation artisanale à petite échelle, ce sont surtout les conditions de travail. À l'heure actuelle, nous travaillons sur 8 sites d'extraction artisanale. Nous devrions atteindre 12 sites d'ici la fin de l'année prochaine. Il ne s'agit bien évidemment pas de l'intégralité des petites exploitations du Congo, principalement parce qu'il y a environ 2 millions de mineurs indépendants dans le pays. Si l'on considère l'ensemble de notre action en RDC, 33 000 mineurs sont actuellement suivis dans le cadre de notre programme Better Mining. Cela ne prend pas en compte que les creuseurs de cobalt, mais bien ceux de toutes les mines. L'amélioration est progressive. Il est impossible d'améliorer les conditions dans chaque site à la même vitesse et en même temps. Un des 8 sites miniers de RCS Global coche toutes les cases de la diligence raisonnable. C'est la mine pilote de Kasulu, en plein centre-ville de Kolwezi. En 2014, Kasulu est un quartier où un habitant découvre un filon de cobalt. 15 000 creuseurs s'y précipitent. Alors, pour éviter au quartier de s'effondrer, le gouvernement provincial exproprie les habitants, sécurise le site et le clôture pour empêcher les enfants d'entrer. Il cède l'exploitation du site à l'entreprise Wayu Cobalt, qui finance en contrepartie la délocalisation des Kolweziens. La société chinoise laisse alors des coopératives de creuseurs artisanaux faire l'extraction, puis leur achète ensuite leur production. Elle demande à RCS Global d'effectuer la diligence raisonnable sur le site. Une bonne manière pour Wayu Cobalt de redorer son blason. La société avait en effet été épinglée par Amnesty pour avoir acheté du cobalt issu du travail des enfants. À Kasulu, les creuseurs ne risquent plus leur vie désormais, mais restent à la merci de leurs acheteurs chinois qui fixent le prix d'achat de leurs biens. Choix, sécurité mouchakoika et puis un jour sécurité. Moi dépensé à Tamakuta ngapi njoo ya kuweka pesa. 350 400 000. Donc kimoya hivi kimoya kukipika hivi kisegedi kimoya tupike tushuke chini hivi. Tunadépensera près 200 000. 200 000 francs. Jo tunadépensera tunapokola tunauza bien mabash manini pour que ne bishuke chini mpaka kabinengera B3. Donc déjà ni 400 et quelques 500 000 jo munatilize kinashuka. Coopérative yana miapuyaka na makutanga. Coopérative akukalake kintu ni mufunani bo ni mayaji mpaka vile beko mukirima. Kuganye kule tunaganye ba ni kuishi tu kwa bukari na ukurie ko tu na utembe ko muntu akona saa shikalake uchafu ashibake ashikalake mwiji njo tunatumikia au sino asese kaji ya bia tukupatia ama tumu avantage la shitu tuna udezo na famo ma ufa projet akintu biku nguvu donc ile amwa ufanye ekonomia nguvu sana njo uishi tena. Dans ce nouveau marché de la diligence raisonnable, des entreprises comme RCS Global ont acquis un pouvoir énorme. Mais comment, face à des mines artisanales en mouvement perpétuel et à une chaîne d'approvisionnement complexe, assurer une véritable traçabilité? Comme je l'ai déjà dit, le groupe Volkswagen n'achète pas de cobalt à l'heure actuelle. Le matériau nous est fourni via les chaînes d'approvisionnement de nos fournisseurs de cellules de batterie. Par le biais d'audits et d'audits cartographiques réalisés par un prestataire indépendant, nous pouvons remonter la chaîne d'approvisionnement jusqu'au Congo. En l'état actuel des choses, nous ne pouvons réaliser ces audits qu'une fois par an. Et de fait, nous ne pouvons pas avoir la certitude absolue que des matériaux issus d'exploitation minière artisanale n'atterrissent pas dans nos chaînes d'approvisionnement. Lorsque nous en identifions, nous agissons immédiatement et exigeons de nos fournisseurs qu'ils n'acceptent plus les sources concernées. Lorsque nous achetons les cellules de batterie, la chaîne d'approvisionnement du cobalt est très opaque pour nous, car de nombreux maillons nous séparent des exploitations minières. Et les intermédiaires sont souvent localisés en Chine, où nous ne savons pas vraiment comment
comment les fournisseurs travaillent les uns avec les autres. Et il faut savoir aussi qu'une chaîne d'approvisionnement n'est pas une chose statique. Ainsi, par exemple, pour obtenir les prix les plus compétitifs, les entreprises peuvent changer de fournisseurs et de sous-traitants. Et c'est aussi ce que nous souhaitons. Il en résulte un certain manque de transparence, car il y a énormément de partenaires intermédiaires. Et parallèlement, ils changent tout le temps, ce qui, pour ainsi dire, maintient cette opacité. La Chine est un pays très opaque. On peut voir les matières premières y entrer, on peut traquer ce qui en sort, mais savoir vraiment qui achète quoi et qui vend quoi relève du défi. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne le cobalt. Vous pouvez y trouver du cobalt industriel de très bonne qualité, dont on peut certifier qu'il ne vient pas d'exploitations artisanales et qui est traçable. Mais s'il est vendu à une raffinerie qui se fournit également auprès de sources non traçables, il sera ensuite très difficile de les différencier. Si vous avez signé un accord avec une raffinerie chinoise, vous devrez leur faire confiance afin qu'ils maintiennent ces deux sources dissociées. Et ce n'est pas évident. Les entreprises ont différentes tactiques pour se soustraire à leurs responsabilités. L'une d'elles consiste à engager des consultants pour réaliser les enquêtes. Ce sont des cabinets très chers qui prennent la responsabilité de la diligence raisonnable. Bien sûr, ils sont dissociés de l'entreprise elle-même. L'autre tactique, c'est d'adhérer à des programmes sectoriels. Ils s'associent aux autres entreprises du secteur et ils créent une entité qui fait le travail pour eux. Ou bien, ils font la promotion de normes auxquelles ils adhèrent tous. C'est juste une signature. Ils peuvent dire « Oui, nous sommes d'accord avec ces normes, on a signé ». Mais ça ne permet pas forcément de changer les choses sur le terrain. C'est la raison pour laquelle des organismes comme Amnesty International, mais aussi et surtout l'ONG de Donna à Kolwezi, ont un rôle à jouer. Parce que l'on a besoin des compétences et des retours de terrain, d'avocats, d'activistes, de scientifiques, de membres de la société civile et des mineurs en RDC si l'on veut réellement comprendre ce qu'il se passe et le dénoncer. Il faut que le changement soit concret, ne pas se contenter d'un joli rapport sur un site web. Le travail des enfants a accaparé l'attention, à juste titre. Il en reste encore des milliers sur les sites artisanaux du Lualaba. Mais de nombreuses ONG estiment que ce phénomène a occulté d'autres problèmes, provoqués par les mines industrielles, que le devoir de diligence peine à contrecarrer. Les déplacements forcés de population sans compensation correcte, la pollution et enfin la corruption. Les entreprises qui sont les dominants dans le secteur automobile ont quand même quelque part une réticence à aborder cette thématique. À titre d'exemple, on a eu des forums où nous abordons justement cette question d'approvisionnement responsable en minerais, organisé par l'organisation, enfin par l'OCDE. Quand on veut organiser un panel pour aborder la thématique de la corruption, on ne trouve aucun représentant du secteur automobile qui a envie de s'asseoir à côté de moi pour représenter le point de vue du secteur. Donc on voit qu'il y a cette réticence, quelque part ce tabou, de mettre cette question-là sur la table, parce qu'on sait que c'est un problème qui en fait touche une énorme partie de la chaîne d'approvisionnement du cobalt. Le pillage des ressources minières congolaises ne date pas d'hier. Durant plus de 60 ans, la Belgique coloniale en a tiré une richesse immense. Après l'indépendance du Congo en 1960, une nouvelle forme de prédation s'installe. Le dictateur Mobutu et ses proches ont puisé des milliards dans les coffres de la Gécamine, l'entreprise minière d'État. Lorsque Laurent Désiré Kabila renverse Mobutu en 1997, le pays en faillite replonge dans la guerre. Après son assassinat, c'est son fils, Joseph Kabila, qui lui succède. Il rétablit la paix et relance le secteur minier pour remplir les caisses de l'État. Mais la Gécamine est en ruine. En 2002,
on a constaté tous que la Gécamine était tombée en faillite, comme d'ailleurs l'État congolais était tombé aussi en faillite, sur les plans économiques et sur d'autres plans. Et la Banque mondiale a initié ou a conseillé à l'État congolais de faire des réformes parce qu'on a dit, vous avez les minéraux, mais vous n'avez pas les moyens de rendre les secteurs fiables. Il faut vous ouvrir aux multinationales. Ce qui était une bonne pratique pour nous parce que ça permettait quand même d'une manière à l'État congolais d'être présent dans l'activité minière, mais aussi de tirer des dividendes dans des projets miniers. Les opérateurs miniers qui sont venus, donc les multinationales qui sont venus au Congo, c'est Glencore, c'est First Quantum, c'est tous les grands qui sont venus ici. Ils ne sont pas venus pour le développement des populations. Ils sont venus pour faire les affaires. Alors, pour comprendre le secteur du cobalt aujourd'hui, il faut remonter en arrière, il faut regarder comment les entreprises qui sont là aujourd'hui, comment elles ont acquis les concessions minières, notamment les concessions de cobalt. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu un rôle vraiment déterminant, crucial, d'un homme d'affaires israélien qui s'appelle Dan Gertler, qui, en fait, a joué un peu le rôle d'intermédiaire entre les multinationales qui cherchaient ces concessions riches en cuivre et en cobalt, d'une part, et de l'autre côté, les politiciens congolais qui avaient quelque part le pouvoir de décision sur l'octroi de ces concessions. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans beaucoup de cas ? La multinationale qui arrive, ça peut être Glencore, ça peut être le groupe Kazakh Eurasian Resource Group. Ils veulent obtenir ces concessions. Ces concessions appartiennent à l'entreprise de l'État, la Gécamine. Mais plutôt que de faire un contrat direct avec l'entreprise de l'État, et plutôt que de faire, par exemple, un appel d'offres qui permettrait de sélectionner le meilleur investisseur et d'obtenir le meilleur contrat, qu'est-ce qui s'est passé ? L'entreprise de l'État a plutôt fait des contrats, ce qu'on appelle de gré à gré, donc des contrats directement avec cet homme d'affaires israélien très connecté à Joseph Kabila, très proche à l'ex-président de la RDC, et a vendu ses concessions à très bas prix. Dès sa prise de pouvoir en 2001, Joseph Kabila fait de Dan Gertler son homme de confiance. Arrivé au Congo avec de l'argent frais, à un moment où le pays en manquait cruellement, Gertler devient le sésame des entreprises occidentales pour accéder à Kabila. En 2007, le leader mondial de négoce de matières premières Glencore fait appel à lui afin d'acquérir les meilleurs gisements. Ils deviennent coactionnaires de Mutanda Mining, la plus grande mine de cobalt du monde. Glencore va aussi avancer des millions de dollars à Gertler en échange de son intervention auprès de Kinshasa pour un autre contrat minier. Une fois révélée dans la presse, cette transaction attire l'attention des autorités américaines. Elle soupçonne l'homme d'affaires d'avoir corrompu le régime Kabila dans de nombreux projets, dont certains impliquent même un fonds d'investissement américain. Au total, les ONG estiment que l'État congolais aurait perdu plus de 1 milliard de dollars dans ces transactions. Les ennuis commencent alors pour Gertler. La conséquence, c'est qu'il a été placé sous sanction. Lui et d'autres responsables, de hauts responsables du régime Kabila et d'autres aussi. Mais il est resté la cible la plus importante du fait de la valeur des actifs qu'il contrôlait. Pour revenir dans le jeu congolais, les États-Unis visent Dan Gertler afin de pousser Kabila vers la sortie. Ils poursuivent également Glencore, qui fait aussi l'objet d'une enquête au Royaume-Uni et en Suisse. En 2022, Glencore a annoncé provisionner 1,5 milliard de dollars pour régler ses affaires avec la justice. Comment se positionnent alors des industriels comme Umicore qui s'approvisionnent en cobalt auprès du géant suisse? S'il y a une condamnation, nous devrons apprécier la situation et faire notre propre évaluation. Si un juge estime qu'une des parties est coupable, nous nous pencherons sur l'affaire et prendrons une décision. Ce sera en fonction de l'issue juridique. Pour nous, c'est assez décevant parce que c'est comme si vous dites une entreprise qui exploite le minerai ou qui achète du minerai artisanal qui a été fait avec le travail d'enfants sur le site, que vous dites oui, mais en fait l'entreprise n'a pas été condamnée pour avoir utilisé des enfants et donc il n'y a pas de problème. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu dans cette situation que pour le travail d'enfants dans les mines, on n'utiliserait jamais cet argument. Ils n'ont pas été condamnés et donc il n'y a pas de problème. Apparemment, pour la corruption, tant qu'on n'est pas condamné, il n'y a pas de problème.
Il est clair que pour nous, la corruption n'est pas un crime sans victime. On la dépeint trop souvent comme cela. Juste de l'argent qui change de main entre des intermédiaires et de hauts fonctionnaires corrompus. Mais au bout de la chaîne, c'est le citoyen ordinaire qui souffre de cette corruption, et de manière très violente. Et cela a été le cas avec la mine de Métalcol. La mine de Métalcol est constituée par des rejets miniers de Kolwezi, entassés sur des kilomètres lors de l'exploitation coloniale belge. Ils sont en fait un des sites les plus juteux de la Copper Belt. Au début des années 2000, la société canadienne First Quantum en obtient les droits d'exploitation. C'est l'affaire du siècle. Ces résidus contiendraient encore 300 000 tonnes de cobalt. Cela fait du cobalt pour une valeur de 20 milliards de dollars. Mais soudainement, le régime Kabila retire la licence minière à First Quantum. Les pièces et les dossiers du tribunal nous montrent ce qu'il s'est passé. Et ce qu'il s'est passé, c'est que le précédent permis d'exploitation a été annulé sous l'influence d'une société appartenant à Dan Gertler. Il avait vu que c'était une mine très rentable. Il l'a ensuite récupérée pour une courte période, pour la céder ensuite à une société minière multinationale qui s'appelait Eurasian Natural Resources Corporation et qui s'appelle aujourd'hui Eurasian Resource Group, ou ERG. C'est cette société qui possède la mine aujourd'hui. Mais les documents judiciaires nous permettent de savoir que cela a été possible du fait d'une opération de corruption menée par Dan Gertler auprès d'officiels congolais, parmi lesquels des juges. Et donc, du jour au lendemain, en fait, les employés qui étaient là, plusieurs centaines d'employés qui étaient là en train de construire ce site et construire en fait voilà, le nouveau centre de traitement des rejets de Kolwezi, tout à coup ils perdent leur emploi. Le groupe kazakh Eurasian Resource Group, via sa filiale Métalcol, finit la construction de l'usine et exploite le site. Malgré les engagements de Métalcol, les 700 employés licenciés par First Quantum ne seront ni réembauchés ni indemnisés. Mais c'est du sable ici, Papa Jeannot. Ce n'est pas du sable, c'est le rejet. C'est le rejet des minéraux. Oui, oui, c'est du minerai. Oui, ça brille. Hein? Waouh. Ah oui. Ici, ça, c'est le désert. Oui, ici, c'est le désert. Donc, maintenant, il part ici, Métalcol. Où est-ce que Métalcol tire les... Métalcol tire les rejets à partir de là. C'est une grande distance, non? Oui, oui. Ça va jusqu'à... Après le fumier que nous voyons, devant le fumier là-bas, c'est par là où Métalcol a commencé à récupérer les rejets. On va arriver jusqu'ici. Les projets comme le projet de Métalcol, c'est un projet qui n'est pas assez éthique pour nous. Voilà pourquoi nous avons voulu faire un recours judiciaire. C'est un appel à la conscience collective, c'est-à-dire de toutes les parties prenantes, aux consommateurs finaux, aux ONG internationales, aux multinationales, de comprendre que on ne peut pas se contenter de consommer, d'exploiter et de consommer le cobalt sans regarder les trains de vie des populations qui participent à l'extraction de ces minéraux-là. J'espère qu'à travers cette cause, à travers cet engagement, nous aurons sensibilisé tous les autres parties prenantes sur les vrais problèmes qui gangrènent les secteurs du cuivre et du cobalt, plutôt que se focaliser sur la question de l'enfant dans les mines. Je nie pas que c'est un problème, mais ce n'est pas le plus grand problème du secteur. Hapa chez huku tribunal. Munachunga nini? Arranger le dossier. Sasa ni watatukumbuka ile makosa yetu ya. Arranger ni kusema nini? Kutengenesha. Kutengeneza ndio seni. Mimi namna yako hii kutengeneza seni. Unatafuta nini? Mimi natafuta makuta yangu ile barikataka ku dossier yangu. Ile makuta barikatalaka chimi jinga ule baturipe makuta yetu diku wanaanza kutulipa na 600 francs. Ile 600,000 wanaanza kutukabri. Eske ndio wanalipaka pension ya mtu. Kajiranzo nileta makuta kuripia kwa batoto ku masomo, mi mwenyewe hospital, mi shina na hospital. Seke ni mangaiko ya nguvu. Iraanza kunisaidia ako na kupeleka ko dimu kumisa. Mimi nashindwa na kupeleka dimu.
tapata kazi wapi? Mi sina. Lakini banako kutusimamisha na kutuacha mumpepo sa bantu bamoya abakupitaki hata kuile kazi. Imeacha mumpepo ndio useni? Banetuacha mumpepo, c'est-à-dire banetuona bule. Maintenant ile tuko na chunga hapa sasa ni hii procès iko ku tribunal. Hii procès ndio tuko na chunga, twende nayo tufike nayo kumwisho juu entreprise reconnaître ile défaut litufanya itupatie fedha. Moi je sais que ce qu'on est en train de produire là-bas, ça donne quelque chose pour s'enrichir. Mais nous qui avons construit cette usine-là, nous sommes des pauvres. C'est malheureux vraiment. Il faut cultiver les champs avec tes enfants. Et le moment de récolter, vous prenez les enfants des voisins et vous privez vos propres enfants. C'est ce qu'il y a eu à cette époque-là quand on travaillait. On avait accès aux soins médicaux. On gagnait les salaires pour payer, pour scolariser les enfants. Mais d'un coup, là, quand il y a eu arrêt des travaux, et ma fille a souffert. Quand elle a souffert, alors j'ai fait par tous les moyens pour aller à l'hôpital, là où on se soignait, là. On a refusé. Vous n'avez pas le droit de venir ici. Alors, en cours de route, elle a succombé. Et les garçons, même après une année. La fille, elle est là. Elle s'appelait Marthe. Oui. Elle était souffrante de la malaria. Il est là. Comment est-ce qu'il s'appelait? Il s'appelait René. René? Oui. Donc lui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lui, auparavant, c'était la malaria et la fièvre jaune. La fièvre jaune. Il est décédé aussi. Il avait 8 ans. Nous avons peur de vos batteries. Bienvenue effectivement dans notre programme de la radio-télévision Manica. On va parler écosystème. Quel impact de l'extraction minière sur la population environnante. Et donc, on a reçu le professeur Banza, toxicologue et professeur à l'Université de Lubumbashi. Professeur, dites-nous d'abord à quoi consistait votre mission ici à Kolwezi. Nous avons commencé au départ par l'évaluation du niveau de contamination des écosystèmes des populations, c'est-à-dire quels sont les niveaux de contamination des cours d'eau, les niveaux de contamination des poissons qui sont consommés justement, et donc qui sont dans les cours d'eau qui sont contaminés et qui affectent aussi les consommateurs, les niveaux de contamination humaine à partir de la consommation des poissons, à partir de l'inhalation des poussières et à partir de la contamination de l'environnement dans lequel nous sommes en train de vivre. Le professeur Célestin Banza enquête depuis 15 ans aux côtés des ONG pour dénoncer l'impact environnemental et sanitaire de l'exploitation minière au Congo. Un domaine où les entreprises pollueuses appliquent une diligence raisonnable bien incomplète. Alors, c'est à partir d'ici que les acides ont coulé jusque là en bas, vers la rivière Lule. Et la rivière Lule se jette dans le fleuve Congo au niveau du village 7. Et les gens qui vivent là à côté, ils vont vous dire que la nuit, il y a l'odeur, ils sentent l'odeur de l'acide. Quelle est l'entreprise qui est à la base de ces désastres écologiques? C'est d'abord l'entreprise KCC, qui appartient à Glencore. Comme vous pouvez voir, c'est pas loin. On voit les installations. Cette mousse ici, c'est la chaux. Quand ils voient que le bassin est plein, ils ouvrent cette canalisation. C'est ce qui cause le changement de la couleur d'eau, mais aussi de la mousse qui provient de la chaux, qui sont en train de verser dans le bassin.
Quand ils mettent pour diminuer l'acidité et maintenir le pH au-dessus de 7. Mais je ne pense pas qu'ils aient résolu le problème parce que les métaux toxiques, l'acide persiste. On voyait l'aspect de l'eau et même les sols, les bouts de sédimentation. Donc c'est la couleur, hein, la couleur montre qu'il y a encore un problème très sérieux de pollution. Et donc le problème il est très très important. D'autant plus que cette rivière se déverse dans le fleuve Congo. C'est l'un des fleuves les plus importants de l'Afrique. Il alimente pratiquement une grande partie de notre pays. En tout cas, avec les autorités que nous avons, même ici au niveau de la province, quand vous leur parlez de ça, c'est même des fois quand nous demandons les audiences pour plaider la cause, pour vous recevoir, c'est un problème. Mais si c'est l'entreprise, on la reçoit sans problème. Pourquoi? Parce que l'entreprise va donner quelque chose. Et alors, pour que le gouvernement puisse financer ou soutenir les actions que les différentes ONGD font sur place, c'est très, très, très difficile. Sous la pression des ONG, Glencore a finalement reconnu les fuites d'acide sulfurique. Mais elle a démenti tout impact sur les étangs alentours. Paradoxalement, l'entreprise a commencé à indemniser des victimes et à entamer la réhabilitation des bassins piscicoles. Le professeur Banza et son équipe ont démontré en 2008 des taux de cobalt très élevés dans le sang et les urines des creuseurs de Kolwezi. Leur article publié par le prestigieux groupe Nature a montré des modifications de l'ADN des enfants exposés aux poussières de minerais. Un indice de risque élevé de cancer pour l'avenir. Aujourd'hui, il effectue des tests sur une centaine de creuseurs dans les puits. Ils sont exposés à du radon, un gaz radioactif et cancérigène émis depuis l'uranium présent dans la roche. Manake hii makazi tunakuwa kufanya ni ya kusaidia population, ndio kusema mweye wakati mko natumika makazi mko natumika mko mapusiere. Sasa ile mapusiere iko naingia mu mapumo, wakati inaingia mu mapumo inaleta kikozi, magonjwa kwa chana ya mapumo. Bon, hii ya nani ya pumo maana yake ya pumo ni paka leo hii unaiona ma resulta inachana na ndo ya mikoyo na damu inapenza paka tuende Lubumbashi, ndio kwa maana tuko na njika na nani na jina na matelefoni. Si on ne gère pas correctement la pollution telle que c'est fait actuellement, ça sera un problème. Ça sera un problème parce que les rivières sont pratiquement détruites. La plupart des rivières de la province du Grand Katanga, par exemple, du Grand Katanga, sont déjà affectées par la pollution. Et pas seulement ici au Katanga, nous avons vu ça au Kivu, c'est la même chose, et presque à travers tout le pays, là où il y a l'extraction des ressources minérales, il y a ces problèmes-là. Et donc, c'est réellement, si on ne fait pas attention, le pays risque d'être un scandale à la fois écologique et toxicologique. Surnommée le pays des 1000 lacs, la Finlande n'est pas seulement le réservoir à minerais de l'Europe. C'est aussi l'une de ses premières sources d'eau douce. Un patrimoine menacé pour les Finlandais qui s'inquiètent des effets de l'exploitation minière sur l'environnement. En effet, en 2012, 1000 hectares de rivières et de lacs ont été détruits par une fuite d'eau toxique provenant de la mine de Sotkamo, détenue alors par la société Talvivaara. Sous la pression populaire, l'État avait fermé la mine avant de relancer l'exploitation via la société Terrafame. 10 ans plus tard, des victimes de la catastrophe espèrent toujours être indemnisées. Alors, dans quel état est le lac? Tu parles de ce lac? Du Kiltua? Oui. Eh bien, faut espérer qu'il n'est pas en aussi mauvais état que le lac Lakajärvi. Ah bon? Les algues diatomées sont de retour. C'est de pire en pire depuis quelques années. À l'automne 2015, c'était déjà une horreur. Au point qu'on a dû ranger nos filets. Pourquoi travailler pour des prunes? Mais vous sortez quand même du poisson? Dans le Lakajärvi, très peu. Ah bon? Ben oui. Les prises sont devenues si modestes qu'on ne rentrait plus dans nos frais.
Tu aurais vu les pubs sur le lac Ayarvi. C'était le dernier lac sauvage de toute la région. Eh oui. Son poisson avait une réputation incroyable. Au final, c'était le poisson qui faisait la pub du lac Ayarvi. Sympa. Et puis, il y a eu les grosses fuites de résidus contaminés. Et voilà que personne ne voulait plus de notre poisson, même gratos. Et de toute façon, plus personne ne pêchait. Depuis 3 ou 4 ans, les poissons reviennent et on pêche à nouveau, mais on hésite à les proposer à la vente. Et les grossistes n'achètent plus aux professionnels d'ici depuis des années. Et tu es désormais un habitué des tribunaux. Qui vivra verra. L'affaire passera début décembre devant le tribunal civil régional. L'instruction est terminée et on a saisi aussi le tribunal administratif. Tu en penses quoi du processus? C'est long surtout. Va falloir s'accrocher. C'est quand même très pénible. Ah oui. Ça fait déjà 10 ans depuis les dégâts. Ils essaient de vous avoir à l'usure? Oui, c'est abominable. Terrafame, qui a repris la boîte en faillite, paie très cher de très bons avocats pour représenter tous ces condamnés pour crimes environnementaux. C'est pas vrai. Eh ben si. Eversheds, HPP Partners, ce sont les cabinets les plus chers de Finlande. Je vois. Je veux défendre mes droits. Je refuse d'accepter tout ça. Je te comprends. C'est vraiment très injuste envers vous. Remo Tervonen a perdu son procès, malgré les rapports d'expertise fournis à la justice pour prouver les conséquences de la pollution sur sa source de revenus, les poissons du lac. Faute de moyens, lui et 8 autres victimes ne feront pas appel. Militant écologiste, Mika Floyd a enquêté sur la catastrophe de 2012. Révolté par la négligence des anciens propriétaires de la mine, il fait partie des activistes qui ont réclamé sa fermeture. Nous étions préoccupés par la mine Terrafame. À l'époque, on l'appelait mine de Talvivaara. Nous étions inquiets de son impact sur l'eau. Ils nous ont dit qu'ils feraient de la biolixiviation et que ce serait la mine la plus respectueuse de l'environnement dans le monde. Ils ont dit qu'ils ne rejetteraient pas d'eau usée, tout ça, mais c'était juste un discours marketing à destination des politiciens et des habitants. C'est pour ça qu'ils ont soutenu cet énorme projet minier. Les raisons de la faillite de Talvivaara sont nombreuses. Et je ne suis pas sûr d'être la meilleure personne avec qui en parler dans le détail. Mais les raisons qui les ont poussés à investir sur ce site se sont tout de même avérées être les bonnes. Le problème, c'est qu'ils sont passés à côté d'éléments importants, comme le traitement des eaux usées. La pluie qui tombe sur cette zone et qui touche le minerai, la roche, doit être collectée puis traitée avant d'être rejetée dans la nature. Ils n'avaient pas prévu cela dans le projet initial. C'est malheureux et c'est certainement l'une des raisons du mauvais traitement des eaux dont ils sont responsables. La première chose que nous avons faite, c'est de construire un centre de traitement des eaux usées. Nous avons utilisé les meilleures technologies disponibles. Ce centre de traitement des eaux est relié à un pipeline qui permet de rejeter les eaux traitées vers les grands cours d'eau. Nous traitons donc l'eau et du coup, lorsqu'il y a de grosses pluies, cela ne perturbe pas notre production. Nous purifions l'eau avant de la rejeter. La biolixiviation, qui est une technologie dans laquelle ils avaient investi dans le but de l'utiliser sur ce site, ne fonctionnait pas encore de manière correcte à leur époque. Nous l'avons énormément développée et elle fonctionne de manière stable aujourd'hui. Mais l'idée de base reste la même. Mika Floyd se méfie du discours de l'industrie, tout comme Jari Natunen, géochimiste et président de l'association Mining Watch Finland. Ensemble, ils surveillent les abords de la mine exploitée par Terrafame.
Cette écume que tu vois là, eh bien c'est à cause de la chaux. La chaux qui a été utilisée pour précipiter les métaux. Je vois. C'est pour ça que ça mousse. C'est qu'ici, il y a eu une grosse fuite. C'est ça. Et ici, le sédiment est pollué. Et la qualité de l'eau s'est dégradée. Le sédiment est utile car il permet de voir. Regarde cette couche noire. C'est là où sont les substances toxiques. Oui. Je retire juste ces trucs. Maintenant, les différentes couches sont visibles. Il est vraisemblable que les métaux lourds arrivent ici transportés dans l'eau. Voilà, il y a eu un tuyau cassé plus en amont, au niveau du parc à résidus de la zone de roches stériles. L'eau de ce bassin est extrêmement polluée. Ils prétendent que c'est de l'humus, mais dans ce ruisseau, les taux de nickel dépassent toujours la norme de qualité environnementale. Et il y a toutes les chances que ce soit pareil pour le cadmium. Les rejets sont bien au-dessus des seuils. La présence de métaux lourds est confirmée par des analyses officielles connues de Terrafame. La société reconnaît qu'une fuite a bien eu lieu en 2020, pollution qu'elle dit avoir résolue. Quant aux concentrations relevées aujourd'hui par Jari Natunen, Terrafame estime qu'elles sont d'origine naturelle. Le biochimiste reste sceptique. Un tuyau de traitement d'eau peut toujours céder et des déchets miniers peuvent encore se répandre dans le sol. Là, tu vois le plus gros problème de cette mine. Je veux dire la roche stérile, ou la gangue. Cette roche stérile contient 9% de soufre. Le soufre réagit avec l'eau et l'air. Et cette réaction du soufre avec l'eau et l'air, pour 1 tonne de roche stérile, cela donne 300 kg d'acide sulfurique concentré. Et cette réaction se poursuit pendant des milliers d'années, tant qu'il reste de la roche stérile. Des partisans de la mine nous accusent du syndrome NIMBY, Not in my backyard, pas dans mon arrière-cour. Moi, j'aimerais bien leur demander de me présenter quelqu'un qui veut dans son arrière-cour 300 kilos de ces déchets nocifs qui détruisent et polluent l'environnement. C'est tout simplement illégal et inadmissible. Tout à fait. Quant aux voitures électriques, au cobalt et au nickel, eh bien, il faut savoir qu'ici, on génère chaque année 50 tonnes de ces déchets dangereux pour produire le nickel nécessaire à une batterie de voiture électrique. Tu imagines ça? C'est ahurissant. 50 tonnes pour le nickel d'une seule batterie. Alors on peut se demander, qu'est-ce que diraient les adeptes de la voiture électrique si on la leur livrait avec tous ces déchets dangereux? Dans le sud-est de la Finlande, près du lac Saimaa, le plus grand lac du pays, 10 permis de prospection minière ont été délivrés en moins de 2 ans. Les habitants s'inquiètent pour l'avenir de leur région très touristique et de ces nombreuses zones naturelles classées Natura 2000. Qu'est-ce qui arrive à un lac qui connaît ce sort? Eh bien, toute vie s'arrête dedans. Pour toutes les espèces. Plus de brassage des eaux, tout s'accumule au fond. Exactement. Les éléments pollués sont tombés au fond. C'est pour ça que l'eau est si claire. Et le fait qu'il y ait des endroits si clairs, je pense que c'est dû à la toxicité de l'eau. Je vois. Voici ce qu'il se passe avec les lacs. Les déchets toxiques se déposent dans le fond. Ils font baisser le pH et entravent la circulation naturelle de l'eau. Du coup, au printemps et à l'automne, quand l'eau doit se renouveler, elle ne se renouvelle pas. Et sans renouvellement, tout le lac meurt. Missa Mink est devenue activiste à la suite de l'extension de l'activité minière autour du lac Saimaa. Elle garde le souvenir d'une ancienne pollution liée à l'exploitation d'une mine de cobalt dans les années 90.
Une fuite d'eau toxique avait alors tué la vie de l'un des nombreux lacs de la région. Je ne pense pas que la solution puisse venir des pays nordiques et en particulier de la Finlande. Nous ne pouvons pas devenir les fournisseurs des métaux pour batteries que le reste de l'Europe veut produire pour se défaire de l'énergie fossile. L'exploitation minière détruit la biodiversité, il faut l'intégrer. Et elle détruit aussi l'eau douce. Il va falloir réfléchir sérieusement à cela et penser sur le long terme, penser à la survie de l'espèce humaine sur notre Terre. Nous aurons besoin d'eau douce. Et la Finlande possède certainement plus de réserves d'eau douce que n'importe quel autre pays d'Europe. Il n'y a pas une seule mine en circuit fermé en Finlande. Et si on autorise les mines à rejeter ne serait-ce qu'une partie de leurs toxines dans nos lacs et rivières, vous imaginez dans quel état sera notre pays d'ici 100 ou 200 ans? Il faut savoir que pour atteindre les objectifs d'émission de l'accord de Paris sur le climat, on prévoit de multiplier par 30 la demande des matières premières pour batteries d'ici 2040. C'est un chiffre impressionnant. Aujourd'hui, nous avons 9 sites d'extraction de minerais métallifères en Finlande. Pas besoin d'avoir fait maths sup pour deviner ce que ça donnera d'ici 2040 si nous devenons le grenier à métaux de l'Europe. L'Europe veut limiter sa dépendance aux matières en provenance du Congo ou de la Chine. Et c'est très bien, parce que là-bas, la situation est bien pire en termes de responsabilité. Voilà pourquoi nous avons lancé l'initiative citoyenne des limites à l'exploitation minière. Et je vous remercie infiniment, car cette nuit, le seuil des 50 000 signatures a été atteint et le Parlement va devoir examiner notre initiative. Päiväksi otettavaksi, itke meidän järvi, itke meidän järvi, itke meidän itkettäessä, itke meidän itkettäessä, kyllä kaivos tuolta tuo. Il est dans l'intérêt de la planète que les gens conduisent des véhicules électriques. Si vous voulez une voiture, je vous dirais, prenez un vélo. Mais si vous devez vraiment avoir une voiture, choisissez une électrique plutôt qu'une essence ou un diesel. C'est dans l'intérêt de la planète et des générations futures. On est d'accord. Mais si vous faites ça, demandez aux constructeurs de la voiture les métaux dans vos batteries. Que faites-vous pour vous assurer que l'exploitation minière d'où ils sont extraits n'est pas dangereuse pour les mineurs? Qu'il n'y a pas d'atteinte aux droits des habitants de la RDC ou d'autres pays dans lesquels ils sont extraits? Au Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a succédé à Kabila en 2018. Il a promis la renégociation des contrats miniers. Mais le processus s'éternise et la population ne bénéficie toujours pas des richesses de son propre pays. En attendant, les minerais congolais et ceux du monde entier vont continuer à nourrir les centaines de millions de voitures électriques prévues sur nos routes. Mais partout sur la planète, des voix s'élèvent. Activistes, avocats, scientifiques enquêtent et s'organisent face à l'industrie minière. Le monde politique ne peut plus ignorer leurs paroles. Nous avons peur des révolutions.
peur de vos batteries. Batteries, 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 batteries. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, VMware, General, Motorola. Nokia, Samsung, Huawei, Tesla, VMware, General, Motorola. Chopez, allez deux, nous avons peur de vos révolutions.